Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire sur DxO Photolab 3 où nous allons parler de couleurs ce soir, des outils de traitement de la couleur et bien évidemment de la fameuse DxO Color Wheel que vous avez pu découvrir la semaine dernière. Alors on ne va pas parler que de TSL ni de Color Wheel, on va passer en revue un petit peu toutes les possibilités offertes par le logiciel en ce qui concerne le traitement de la couleur et peut-être des choses que vous ignorez ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller creuser un petit peu dans les palettes, hein. C'est vrai que les outils sont très nombreux, il y a beaucoup de choses très intéressantes et on va passer tout ça en revue ce soir. Alors je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant et je suis également le rédacteur des guides utilisateurs DxO depuis 7 ou 8 ans maintenant et je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me croiser sur des présentations web pour DxO ou même au salon de la photo il y a quelques années. Donc j'utilise DxO Photolab 3 également, je suis utilisateur du logiciel qui présente à mes yeux beaucoup d'intérêt en ce qui concerne d'une part la qualité des automatismes, d'autre part la qualité des traitements optiques, l'optimisation du piqué notamment que j'aime beaucoup. Il y a également un outil que j'aime bien, c'est DxO Clearview donc pour le voile atmosphérique. Vous voyez qu'on voit ici dans la palette tout en haut. Alors ça, ce sera abordé dans la session consacrée au paysage lorsque je serai de retour en deuxième quinzaine de novembre, donc après le salon. Donc il reste 3 webinaires en fait, hein, au mois de novembre. Il va y avoir le spécial portrait le 14 novembre. Ensuite, on va faire un spécial le paysage et à la fin du mois, il y aura également un webinaire qui est entièrement consacré au flux de travail avec Lightroom et Photoshop et les éditeurs externes en général. Est-ce que tout le monde me suit bien du point de vue image et son? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, qui commencent, à apparaître. Alors je répondrai à la fin, de la session aux questions. La session va durer à peu près, 45 minutes et je prendrai les questions, tout à la fin. Bien entendu, hein, comprenez que je ne peux pas répondre, en même temps, que, la démonstration. Donc on va, commencer. Donc, nous sommes ici dans DxO Photolab version 3, donc, la nouvelle version qui est sortie il y a maintenant une dizaine de jours, un petit peu plus d'une dizaine de jours, et qui apporte un certain nombre de nouveautés. Et du point de vue de la couleur, donc vous avez ce fameux outil TSL qui a été entièrement repensé avec de nouveaux algorithmes d'ailleurs. Mais avant de l'aborder, on va voir d'autres aspects du programme. Alors je m'adresse bien évidemment aussi bien aux personnes qui connaissent le programme que ceux qui le connaissent moins bien. Donc pardonnez-moi si je récapitule peut-être certaines notions de base que vous connaissez déjà, mais il faut vraiment pouvoir répondre aux attentes de tout type d'utilisateurs, qu'ils soient débutants ou utilisateurs confirmés. Alors, sachez que DxO Photolab 3 a une particularité, c'est lorsque vous ouvrez un fichier RAW dans ce programme, il va appliquer automatiquement un certain nombre de corrections. Alors, il va appliquer ces corrections avec ce qu'on appelle un autoréglage, l'autoréglage par défaut, qui s'appelle le DxO standard, qui corrige la tonalité, c'est-à-dire tout ce qui concerne la luminosité, le contraste de l'image, notamment avec le fameux DxO Smart Lighting, qui est également une technologie exclusive de DxO, qui analyse l'image pour pouvoir ajuster donc cette luminosité. Luminosité qui d'ailleurs et le contraste qui ont d'ailleurs tous les deux un impact sur la couleur de toute façon. Ensuite, les autres corrections qui sont appliquées, il y a de la réduction du bruit et il y a également la protection des couleurs saturées. Alors on va voir un exemple un petit peu plus tard. Ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent et vous verrez, il existe un curseur qui permet de faire ça, associé également à un mode automatique qui est appliqué par l'autoréglage par défaut. Et bien entendu, on a les corrections optiques qui vont donc agir sur la distorsion, le vignettage et l'aberration chromatique. Et on a également l'optimisation du piqué, c'est-à-dire la netteté de l'objectif qui va rehausser
le piqué de vos images et cela vaut aussi bien pour les optiques de moyenne gamme que les optiques bas de gamme ou même les optiques très haut de gamme qui en bénéficient tout autant, voire même encore plus évidemment puisqu'il y a du répondant derrière du point de vue des lentilles. En ce qui concerne donc ces corrections, elles sont appliquées automatiquement et je vous ai dit qu'il y avait une protection des couleurs saturées. Alors, on va aller voir un exemple si vous voulez bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors ici, j'ai voilà une photo comme ceci, donc avec un rouge assez vif au niveau de la coque. Alors je vais essayer de ne pas aller trop vite dans les comparaisons avant-après. Si je clique sur comparer, vous voyez que là, on affiche l'image telle qu'elle était à l'origine. Et si je relâche le bouton comparer, on voit que mon rouge devient un petit peu plus dense avec un petit peu plus de détails. On va d'ailleurs zoomer dans la photo, comme ceci. Regardez, donc ça c'est l'image après traitement. Bon, elle n'est pas très très nette, hein, mais ce qui importe ici, c'est la notion de couleur. Maintenant, regardez, je clique sur comparer. Alors ça, c'est l'image avant. Et ça, c'est l'image après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que s'est-il passé, pardon, à ce niveau-là? Eh bien, tout simplement, quand cette image a été ouverte dans Photolab, Photolab a appliqué une protection des couleurs saturées qui consiste tout simplement à éviter l'écrêtage des couleurs qui sont vraiment très vives et on peut trouver un curseur qui se trouve dans la palette couleurs, bien évidemment. Et je vais aller ici dans la sous-palette rendu des couleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir cette sous-palette, mais il y a des choses très intéressantes. Et là, vous pouvez voir protection des couleurs saturées avec un curseur intensité. Alors, par défaut, puisque c'est un automatisme, hein, vous voyez, vous avez la petite baguette magique. Donc, par défaut, il propose ce résultat que je compare à l'image avant traitement par l'autoréglage DxO standard. Vous voyez, si je clique sur comparer, on a le rouge qui est un petit peu plus vif et si je relâche le bouton comparer, on voit qu'il y a un petit peu plus de densité, un peu plus de détails, mais ça reste subtil. Alors pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne, je prends le curseur intensité et je le pousse un petit peu plus loin comme ceci, enfin un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Donc vous voyez que mon rouge est beaucoup plus dense et si je compare avec l'image avant, on a vraiment l'impression ici qu'il y a peu de détails ou pas de relief ni de texture dans le rouge, qu'on arrive près de l'écrêtage. Et voilà ce que permet donc ce curseur intensité, donc qui fonctionne automatiquement par défaut et que vous pouvez également moduler à la main dans la palette couleurs. Donc protection des couleurs saturées. Ensuite, puisqu'on est dans cette sous-palette rendu des couleurs, on va aller voir un autre aspect du traitement d'image qui est fondamental et qui est facilité en plus par DxO Photolab, notamment depuis la version 2, puisque la version 2 a vu la possibilité d'utiliser des profils d'entrée de type DCP. Donc en fait, c'est une technologie qui est basée sur le format DNG et qui permet de modifier, d'altérer le rendu des images qui s'ouvrent dans Optix Pro. Alors je vais revenir à un zoom normal, donc avec l'image adaptée. Et là, dans la palette couleurs, vous pouvez voir dans la section rendu des couleurs qui est active, hein, comme indiqué par le petit bouton bleu sur la version Mac et en gris clair sur la version Windows, hein, l'interface est à peu près la même. Vous voyez un certain nombre de menus ici, catégories. Vous avez rendu générique par défaut et rendu par défaut de l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil photo en fait est analysé, calibré dans les labos de Photolab qui va créer une sorte de profil qui va tout simplement être intégré au logiciel et appliqué aux images prises avec ce type d'appareil. Mais ces rendus, vous pouvez les modifier de plusieurs manières. Si vous cliquez sur catégorie, par exemple, vous avez la possibilité de simuler des rendus argentiques. Alors ça existe dans Photolab si vous n'utilisez pas FinPack, mais avec un choix de film qui est quand même plus limité. Par contre, si vous avez FinPack et d'autant plus DxO FinPack édition Elite, hein, vous avez le choix entre un grand nombre de films positifs, négatifs et noir et blanc. Alors on ne va pas aller là-dedans, on va d'abord s'intéresser
à nos rendus génériques. Et ensuite, regardez, je sélectionne boîtier et là, on peut voir dans le menu rendu que j'ai toute une liste d'appareils photo qui vont me permettre de simuler le rendu soit d'un autre appareil, soit de l'appareil qui a servi tout simplement à faire cette image. Alors dans le cas présent, c'est le Sony A7R3. Vous voyez, donc ça c'est le rendu par défaut en quelque sorte, hein, mais si je change complètement de marque, par exemple, je vais chercher, je sais pas moi, un Canon 400D, hein, vous voyez que le contraste et l'image sont quelque peu altérés par ce rendu différent. Alors ici, on va rester sur les rendus génériques et rendus par défaut de l'appareil. Donc, ce sont les réglages de base d'usine proposés par DxO Photolab. Vous noterez qu'il y a un curseur intensité vraiment pour vous montrer à quel point DxO Photolab est vraiment un outil qui est vraiment très pointu, très pensé. Vous voyez, vous pouvez choisir un rendu différent et vous pouvez même jouer sur son intensité, donc moins et plus, bien entendu, selon vos goûts, selon un résultat que vous pourriez rechercher, un résultat en particulier. On va retourner dans la section catégorie comme ça, et là, on va voir ici profil DCP. Alors, dès que je sélectionne profil DCP, et parce que je les ai déjà importés dans Photolab, le menu rendu me propose ici donc un profil personnalisé qui a été fait pour cet appareil photo avec une courbe de contraste plus marquée. Alors, il y a écrit CMP, pourquoi? J'en profite pour faire une petite pub à Christophe Métairie, donc, qui est un photographe basé à Bayonne et qui peut produire pour vous des profils pour votre appareil photo, pour votre chaîne graphique, pour votre imprimante. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous recevez ces profils par mail et vous les importez tout simplement avec ce menu dans DxO Photolab. Bien évidemment, si vous en sentez capable, si vous avez le matériel pour, c'est-à-dire des mires et de l'éclairage, vous pouvez créer vos propres profils et les utiliser et bien entendu les distribuer à vos amis. Donc là, si je passe sur un autre type de rendu, vous voyez, on obtient un rendu qui est un petit peu plus doux et ainsi de suite. Alors là, on va tout simplement déterminer l'aspect, le rendu de base de votre fichier RAW, notamment au niveau du contraste, mais également des couleurs, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et bien entendu, cette base, comme par exemple le profil linéaire qui a tendance à tout aplatir, vous allez construire votre propre rendu, le propre look de vos images. Donc ensuite, avec les différents outils à votre disposition, qu'il s'agisse de la DxO Wheel et de l'outil TSL, qu'il s'agisse des corrections locales, peu importe, vous avez vraiment la possibilité d'intervenir de manière totalement libre sur l'aspect de votre image. Donc voilà, je voulais vous montrer cette chose. Donc les profils d'entrée s'appliquent normalement au départ à l'arrivée de l'image dans le logiciel. Donc c'est pour ça que j'en parle au tout début de la présentation, parce que dans l'ordre logique du flux de travail, on importe l'image, on applique un rendu, ensuite on passe à la balance des blancs, on passe aux autres corrections, puis on s'attaque aux couleurs. Alors justement, en parlant de balance des blancs, c'est également quelque chose qui est essentiel dans le traitement des couleurs. Quand vous ouvrez une image dans votre logiciel, bien évidemment, il ne faut pas aller se précipiter sur les derniers outils high-tech qui vous sont proposés par l'éditeur de logiciel, mais il faut toujours penser à un ordre de travail précis, particulier. Alors c'est du traitement paramétrique. Il est clair que qu'en fin de chaîne, le résultat sera le même quel que soit l'ordre de correction, ou du moins en théorie. Mais il y a toujours un ordre à respecter et ça n'a évidemment aucun sens d'intervenir sur les couleurs si au préalable on n'a pas travaillé sur la balance des blancs. Alors pour cette balance des blancs, je vais aller chercher un exemple ça va vous étonner, mais je vais utiliser, alors ça c'est pas une image prise avec un appareil photo numérique, c'est tout simplement une diapositive qui a été scannée et on sait bien que les scans après en sortie
Les résultats sont toujours un petit peu, aléatoires, mais ici on a quand même une bonne base de, travail, mais on s'aperçoit que cette image a quand même un problème. On a un ciel avec, un rendu assez lavasse comme ça derrière, assez bizarre, et on voit que ça manque de pêche au niveau des couleurs de cet avion. Donc, pour ça, je vais tout simplement utiliser, la balance, des blancs. Donc je vais dans outils essentiels. La balance des blancs, je la trouve également dans, la palette couleurs, hein, bien entendu, parce que, en fait, la palette outils essentiels, pour ceux qui ne connaissent pas, le programme, regroupe tout simplement les, outils, principaux de DxO Photolab, et vous permettent vraiment de suivre un ordre de travail et de faire les corrections, qui reviennent le plus souvent sur les photos. Alors pour la balance des blancs, je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton ici à droite. J'ai également la possibilité d'aller chercher la pipette de balance des blancs dans la barre d'outils, supérieure, hein, peu importe. Je vais, cliquer, ici. Je vais me placer dans l'image, donc vous voyez la pipette, et tout au bout de la pipette, vous avez un point. Ça, c'est une nouveauté de Photolab 3 également. Ça indique le cercle, le rayon d'efficacité du prélèvement de la pipette pour la balance des blancs. Et regardez sous la photo, j'ai un curseur qui bouge tout seul parce que j'ajuste tout simplement le diamètre de la pipette. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 50 pixels maximum, avec un minimum de 1 pixel, donc pour un prélèvement encore plus précis. Alors, que faut-il prélever? Eh bien, de préférence une couleur neutre. Donc ici, dans cette photo, on a de la chance, on en a beaucoup. On a le gris sur le nez de l'avion. On a certaines parties qui sont blanches ici, sur lesquelles on peut aller faire un prélèvement. Mais regardez, je vais tout simplement me mettre sur un gris, comme ça. Notez dans l'histogramme en haut à droite que vous avez des informations très importantes. Vous voyez, vous avez les valeurs RVEB, donc sur des échelles de 0 à 255 par canal de couleur. Et là, on voit que les valeurs rouge, vert, bleu sont à peu près équilibrées. On a dans les 160 pour le rouge et le vert, on a un peu moins pour le bleu, dans les 145, mais ça n'est pas grave parce que dans cette fourchette, ça indique qu'on s'approche d'une couleur neutre. Vous voyez, si je me place ailleurs, par exemple sur les couleurs azur de l'avion, bon, regardez, on est aussi dans une bonne tranche, on pourrait presque utiliser ça comme couleur neutre, mais si je le fais, regardez, on va obtenir un résultat évidemment du magenta qui va compenser les verts et les bleus. Alors évidemment, la balance des blancs est réversible, donc je retourne sur le radome ici, je clique dessus, et vous voyez, donc déjà j'obtiens un meilleur résultat du point de vue des couleurs comparé à l'image avant la balance des blancs. Vous voyez, comme ceci. Et je pourrais faire évidemment la même chose avec une image prise cette fois avec un appareil photo numérique, vraiment. Vous voyez, donc je place ma pipette ici dans cette partie de l'image où je pourrais aller sur la coque du bateau ou alors sur la voile carrément, mais bon, les structures ici risquent peut-être d'altérer l'analyse et les calculs, donc je clique ici. Vous voyez, ça a légèrement refroidi mon image parce qu'effectivement, je trouvais que elle tirait un petit peu sur le chaud, elle était un petit peu trop chaude, et là, elle est un petit peu plus neutre. Vous voyez donc pourquoi il est essentiel de démarrer le travail sur la couleur avec la balance des blancs. Avec la balance des blancs. Est-ce que vous continuez à bien me recevoir du point de vue son et image? Alors, on me signale quelques décalages. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc, a priori, on me dit que tout est bon. Alors, on va continuer. Merci. Alors, donc voilà pour la balance des blancs. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Euh, Quand vous avez traité votre image, donc fait toutes les corrections de base, la balance des blancs, tout ce qui concerne la tonalité, le contraste, etc., quelle est la possibilité de renforcer, de rehausser les couleurs? Alors, on va aller chercher une autre photo pour ça. Tenez, on va prendre
cette image ici qui est intéressante pour la démonstration que je veux en faire. Je range bien mes outils. Vous voyez, j'ai toujours tendance à fermer les palettes derrière moi. Et vous pouvez voir dans outils essentiels, ce que vous trouverez également dans la palette couleurs. Regardez, je vais dans la sous-palette accentuation des couleurs. Et là, j'ai deux curseurs, vibrance et saturation. Alors, à quoi servent ces curseurs? Comment fonctionnent-ils? En fait, ils permettent tous les deux de renforcer les couleurs, mais d'une manière qui est différente. Vibrance va avoir un renforcement, va proposer un renforcement de couleurs qui est plus sélectif, qui va tenir compte du fait qu'il y a déjà des couleurs saturées dans l'image et donc il va avoir tendance à les protéger ou à les ignorer si vous préférez. Et il va également être optimisé pour le bleu du ciel, pour renforcer le bleu du ciel et protéger la teinte de la peau, ce qu'on va voir après avec une autre photo. Tandis que saturation, lui, c'est un renforcement de couleur qui est linéaire, c'est-à-dire que toutes les couleurs vont être affectées par les réglages du curseur saturation. Vous voyez, si je prends d'abord mon curseur saturation et je le déplace vers la droite, vous voyez, tout est renforcé, hein, les rouges orangés, le vert ici dans la forêt, un petit peu le bleu du ciel comme ceci. Et bien évidemment, si je vais dans l'autre sens, évidemment, je désature complètement l'image pour lui donner un aspect niveau de gris, tout simplement. Alors attendez, j'ai oublié voilà, de ranger la pipette de la balance des blancs. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de travailler, même si elle est encore active. Pour réinitialiser vos curseurs, ben, vous faites tout simplement un double clic dessus pour revenir à la valeur par défaut qui est à 0. Et maintenant, on va faire la même chose avec Vibrance. Je prends Vibrance, je tire vers la droite. Alors, je vais aller à fond pour que vous puissiez bien voir l'impact à droite. Donc là, on a effectivement au bout d'un moment les rouges orangés qui vont commencer à être boostés, mais on a un bleu du ciel qui est beaucoup plus présent qu'avec le curseur saturation. Vous voyez, si je règle le curseur saturation, le bleu monte, mais il reste quand même assez terne par rapport au curseur vibrance. Donc on voit bien qu'il y a une optimisation de ce bleu. Et si je vais chercher un portrait, par exemple, on va peut-être prendre voilà, ceci. Alors même chose, si je prends le curseur vibrance et je le déplace à droite, alors vous voyez la teinte de la peau qui commence à se réchauffer et à tirer doucement vers les couleurs chaudes, vers l'orange, comme ceci, mais ça reste quand même très contenu malgré une valeur qui est élevée. Maintenant, regardez le curseur saturation, vous voyez, donc tout ce qui est orange, ça monte beaucoup plus vite. Notamment, on le voit dans certaines parties du visage, à l'intérieur du bras, que le curseur vibrance. Donc, si vous voulez renforcer les couleurs avec une personne avec de la teinte peau, évidemment, utilisez, privilégiez plutôt le curseur vibrance. Donc, je vais continuer voilà, comme ceci, je vais régler à fond et on voit que Vibrance agit bien également sur les couleurs qui se trouvent dans l'arrière-plan. Donc on va comparer avant, donc l'image avant et l'image après. Donc avant elle est un petit peu plus terne parce qu'elle n'a pas été traitée, mais voilà donc le résultat avec Vibrance. Et si je prends le curseur saturation, là je vais le pousser et là il y a tout qui monte quoi, hein, le sable, la peau, l'arrière-plan évidemment. Donc vibrant, c'est beaucoup plus subtil. Alors ça, c'est vraiment les corrections de base, hein, l'accentuation des couleurs. Est-ce que il y a encore du décalage au niveau son et image? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un me reçoit encore? Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous me recevez toujours? Oui, effectivement, je vois qu'il y a eu du lag parce que toutes les réponses arrivent d'un coup.
Alors je vais garder ça du coin de l'œil et j'ai une autre connexion en réserve. Alors on va continuer. Donc on a parlé de vibrance et saturation qui constituent vraiment des corrections de base et maintenant on peut aller effectivement encore plus loin dans le traitement de la couleur, notamment avec les réglages locaux. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va aller chercher une autre photo. Par exemple, on va prendre voilà celle-ci, c'est la saison du phare, donc on va en profiter. Alors les réglages locaux, c'est très simple, hein. Vous cliquez en haut dans la barre d'outils pour activer vos réglages locaux. Maintenant vous commencez voilà. Donc je vais ralentir les explications à cause des problèmes, des quelques problèmes de décalage là qu'on me signale. Alors, par exemple, j'aimerais tout simplement renforcer ici le bleu du ciel. Alors comment faire? Eh bien, j'ai plusieurs possibilités évidemment. C'est je peux peinturer, je peux utiliser un filtre gradué ou utiliser tout simplement les points de contrôle. Les points de contrôle qui sont tout indiqués pour des images un petit peu plus complexes ici avec des détails superposés au bleu du ciel. Donc je clique sur point de contrôle et là je clique dans l'image comme ceci en haut à droite et vous voyez donc un cercle qui s'affiche avec une pastille. Alors la pastille c'est tout simplement celle des points de contrôle, hein. Évidemment, je peux la déplacer à ma guise dans l'image. Et ce point de contrôle, en fait, il va se baser sur la portion d'image qui survole, c'est-à-dire qu'il va tenir compte à la fois de la luminosité, du contraste, mais également des couleurs. Alors ensuite, je peux ajuster son rayon d'efficacité. Vous voyez, donc je peux agrandir comme ça à la souris pour englober une grosse partie de l'image. Et éventuellement, je peux poser un point de contrôle secondaire, tout simplement en cliquant un petit peu plus loin comme ceci et en ajustant également la taille, le diamètre du cercle. Alors, donc là, je veux renforcer le bleu du ciel. Alors, une fois que j'ai posé mon point de contrôle, je vais tout simplement aller dans mon égaliseur et l'égaliseur ici est réparti en trois sections, donc luminosité, couleur et également tout ce qui concerne la netteté et le flou. Alors on va rester dans couleur et là on trouve un curseur vibrance, un curseur saturation, en fait ce que vous avez ici, l'accentuation des couleurs, mais en version locale. Cette fois, vous avez même la possibilité d'ajuster localement la température de couleur et vous pouvez ajuster la teinte et ensuite la teinte TSL également, c'est-à-dire que vous pouvez modifier la teinte de votre ciel. Vous voyez, si je monte le curseur vers le haut, je vais vers les magentas et vers le bas, ça va plutôt tirer sur le cyan puis le vert. Donc ici, on va rester à 0. On va tout simplement ici pousser un petit peu la vibrance comme ceci. Donc je monte la valeur, vous voyez, donc je renforce progressivement le bleu du ciel comme ceci et je peux également peut-être donner un petit coup de saturation. Voilà, donc là on voit que la couverture n'est pas entière parce qu'il y a des variations de teintes de bleu. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est soit on agrandit le rayon d'efficacité. Ah, désolé pour les notifications, pourtant je les avais coupées, me semble-t-il. Alors, on a le bleu du ciel ici qui n'est pas complètement couvert. Alors, certainement parce qu'il y a des variations de teintes dans le ciel. On peut éventuellement poser un autre point de contrôle. Vous voyez, donc il a commencé immédiatement à agir en fonction des réglages que j'ai fait ici. Et là, même chose, je peux peut-être réduire un petit peu. Donc on voit hein, vraiment le rayon d'efficacité. Sinon, il y a un autre truc pour voir l'efficacité de ces points de contrôle, c'est d'afficher le masque. Donc vous voyez ici en bas, sous la photo, vous avez donc ce bouton afficher le masque et vous basculez en mode d'affichage monochrome qui vous permet de voir le rayon d'efficacité. Alors le rayon d'efficacité vous montre effectivement, vous voyez, alors ce qui est blanc, ça correspond à une application à 100% de votre correction
Et ce qui est gris, de plus en plus gris et de plus en plus sombre, il n'y a pas d'application. Vous pouvez voir les arbres en bas, par exemple, ils sont sombres. Pourquoi? Parce que les corrections que je fais ici, ne sont pas appliquées, à l'arbre, juste, en dessous. Et vous pouvez voir que c'est très précis, parce qu'on a de la granulation, une granulation importante dans cette image. Donc après, il faut trouver à quel endroit et comment, étendre, l'efficacité, des, U-Point pour, traiter, ce, bleu, du ciel pour assurer une couverture parfaite. Sinon, il y a une autre solution, c'est, alors j'enlève les points de contrôle, vous pouvez utiliser le filtre gradué évidemment. Donc clic droit sur l'image. Dans le menu radial, vous cliquez sur filtre gradué. Vous tirez depuis le haut jusqu'en bas comme ceci. Et là, vous allez pouvoir faire la même chose. Vous voyez, je pousse mon curseur vibrance. Donc là, déjà, j'ai une meilleure couverture parce que comme l'outil intrinsèquement est moins précis au niveau pixel que les points de contrôle, j'ai moins de problèmes par rapport à la granulation. Donc j'ai poussé un petit peu la saturation comme ceci, éventuellement dans la partie luminosité, comme ça je peux réduire un petit peu l'exposition, ça augmente aussi la saturation. Et vous allez me dire, oui, mais le problème ici, c'est que maintenant, cette correction, elle passe également sur le phare. Dans ce cas-là, je prends tout simplement ma gomme, et alors je le fais assez grossièrement, hein, pour pas que ça dure trop longtemps, et je vais peindre dans le phare pour enlever l'effet appliqué par le filtre gradué, pour l'enlever de l'endroit où justement il ne doit pas figurer. Vous voyez, je vais même monter sur la lanterne comme ceci. Donc on voit que le filtre gradué ici est représenté par un masque cyan, et on voit que ce masque cyan a disparu sur le phare et sur la lanterne. Donc vous avez donc beaucoup de souplesse également au niveau du filtre gradué pour pouvoir retravailler vos images. Donc là, si je retire le masque, voilà, comme ceci, et voilà pour le filtre gradué, donc un exemple du traitement de couleur que vous pouvez faire de manière locale ou sélective, hein. Si je prends une autre image, par exemple ici, où le ciel manque un petit peu de pêche, hein, même chose, on pourra appliquer un filtre gradué de la même manière sur l'avion. On peut l'orienter dans n'importe quel sens, peu importe. Et dans la section couleurs, vous voyez, je pousse un peu la vibrance pour voir si j'arrive à récupérer du bleu du ciel, un petit peu de saturation. Vous voyez, je récupère quand même un peu d'informations dans les bleus. Alors les miracles ne sont pas possibles, tout simplement parce que si vous avez un ciel laiteux, il y aura évidemment des traces de bleu, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Enfin, en tout cas, vous pouvez voir la puissance quand même et la précision de ces outils de correction de réglages locaux. Est-ce que tout le monde me suit? Toujours au niveau, son et image. D'accord, on me dit que c'est bon. Alors on va continuer. Alors on a vu, donc on récapitule, pour l'instant on a vu, ce que faisait, l'autoréglage par défaut au niveau, de la protection des couleurs saturées. On a vu également, à quoi servent, les, profils d'entrée et le rendu par défaut, de l'appareil photo, donc toujours par rapport à la couleur. On a vu, également l'importance de la balance des blancs pour neutraliser notamment des dominantes de couleurs et restaurer un petit peu une information de couleur sur laquelle on va pouvoir travailler. On a vu ce que les réglages locaux pouvaient nous permettre au niveau de la précision et de la sélectivité. Et maintenant, on va rendre visite à notre nouvelle amie, la DxO Color Wheel, donc qui est arrivée avec DxO Photolab 3. Et je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement de base, et ensuite on essaiera de jouer avec quelques exemples. Alors, première chose, palette couleur, voilà comme ceci. Donc on a la sous-palette TSL qui est activée, que je vais, voilà, remettre à 0 comme ceci, et je vais aller chercher une autre photo dans mon explorateur de fichiers. Je vais prendre cette photo,
qui est intéressante parce qu'il y a plusieurs types de bleu dans mon image et j'aimerais voir comment ça va fonctionner au niveau de la sélectivité des couleurs. Alors, pour cela, on va travailler sur du bleu. Donc, dans la DxO Color Wheel, on va choisir le canal bleu. Alors, je vous présente rapidement l'outil qu'on a vu également pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Donc, dans ce panneau TSL, en fait, on avait auparavant un curseur teinte qui permettait de modifier la couleur. On avait également un curseur saturation et un curseur luminance. Et donc cet outil a été remplacé entièrement par la DxO Color Wheel. En fait, la roue elle-même remplace le curseur teinte et les algorithmes ont également été complètement modifiés. Ils sont plus performants, plus subtils et moins sujet et beaucoup moins sujet à l'écrêtage de couleurs que la version précédente. Donc oubliez la version précédente, maintenant vous avez cet outil qui vous permet d'intervenir sur les couleurs de manière sélective et peut-être plus rapidement même qu'avec les réglages locaux que je vais désactiver. Alors comment cela fonctionne-t-il à la base? Par exemple ici, si je veux travailler sur mes bleus, alors je vais cliquer sur le canal bleu. Donc là, on peut voir que ma roue DxO Color Wheel se configure pour travailler sur les bleus, c'est-à-dire que la roue intérieure qui représente la couleur source, la roue intérieure donc m'indique la plage de couleur dans les bleus avec des poignées qui se trouvent à l'extérieur. Et on a une deuxième roue extérieure qui, elle, représente la couleur cible. Donc, la lecture se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, vous avez du bleu face au bleu. Vous voyez, si par exemple, je prends la poignée des teintes et que je monte, regardez, je monte maintenant vers du vert, justement, là j'ai ma couleur source, le bleu, ma poignée teinte est alignée par rapport à la zone verte de la roue intérieure, de la roue chromatique, et donc la couleur source bleue est devenue la couleur cible verte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc tout ce qui est bleu ici a été transformé en teinte verte. Évidemment, si je fais tout le tour de ma roue, je balaye toutes les couleurs de la roue chromatique pour obtenir des effets. On pourrait peut-être lancer un effet de mode avec ce système. Alors on va revenir au réglage par défaut. Et donc là, le but, c'est de renforcer la présence des bleus, mais le problème, vous voyez, j'ai le bleu du ciel et j'ai cette partie cyan également. Alors, comment faire, par exemple, si je prends le curseur saturation et que je le pousse à droite? Vous voyez, le problème, c'est que ça agit sur la partie centrale du bateau, ça agit également sur la bande cyan qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que on a notre plage qui s'étend jusqu'au cyan et ça agit également sur le bleu. Mais moi, je ne veux pas faire ça, je veux simplement travailler sur la partie centrale ou uniquement sur le cyan ou uniquement sur le ciel sans agir sur les autres bleus. Et pour cela, vous allez vous servir tout simplement des poignées qui se trouvent ici. Alors, les poignées qui se trouvent à l'intérieur, elles, permettent d'ajuster l'étendue de la plage de la couleur, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, je réduis l'étendue de la couleur, hein, donc l'espace entre les deux petites poignées ici. Et les deux autres poignées, elles, permettent d'agir sur la transition. Donc, si je prends cette poignée et que je la remonte, vous voyez, je fais en sorte que la transition devienne abrupte. Vous voyez, les bords de la plage bleue sont bien nets, bien droits. Regardez, maintenant je retourne vers le magenta comme ça et on voit la poignée extérieure commence à se dégrader tout simplement parce que les transitions sont plus douces. Donc, en jouant avec la plage de couleurs et les transitions, et évidemment, vous pouvez déplacer l'ensemble comme ceci. On va pouvoir agir sur des teintes en particulier. Donc là, ici, si je prends mon curseur saturation, je le tire vers la gauche. Regardez, progressivement, je désature le cyan
et le bleu qui se trouve ici à l'intérieur. Pourquoi le cyan et le bleu qui se trouvent à l'intérieur et pas trop le bleu du ciel? Eh bien tout simplement parce que j'ai limité la plage d'efficacité de mes bleus. Vous voyez, si je déplace la source dans la roue intérieure, vous voyez, je retrouve la saturation de ces 2 éléments. Par contre, si je déplace dans l'autre sens, vous voyez, je perds en saturation et je n'ai pas affecté le ciel ou quasiment pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le bleu du ciel n'est pas inclus dans cette plage que je viens d'établir. Alors par contre, si je réinitialise pour retrouver la plage complète des bleus et si je pousse saturation, comme vous l'avez vu au début, eh bien vous allez agir sur tous les bleus. Alors ça a l'air un peu complexe comme ça dans l'approche, mais en fait c'est extrêmement logique quand vous l'utilisez et quand vous voyez l'effet à l'image, petit à petit vous arrivez à affiner vos corrections et à faire vraiment de la correction sélective et c'est somme toute à la fin extrêmement efficace et surtout très très rapide. Vous voyez, donc maintenant si je veux modifier donc mes bleus comme je l'ai dit, donc je réduis donc la transition, pardon, je me suis trompé. Donc là, j'ai limité la plage des bleus comme ceci. Avec la poignée teinte, là, je modifie, regardez, je modifie la couleur de mon ciel sans toucher aux bleus, aux 2 teintes, aux 2 différents bleus qui se trouvent dans la coque du bateau. Regardez, mon ciel devient vert, jaune, orange, et je ne touche pas du tout, je ne touche pas du tout aux autres bleus qui se trouvent dans l'image. Vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez, donc maintenant, si je veux altérer le bleu du ciel, alors soit je choisis un ciel un peu plus cyan ou un ciel qui va aller plus vers les magentas comme ceci. Alors c'est très subtil, hein. Je vais juste déplacer la poignée comme ceci. Je vais prendre mon curseur saturation et je vais saturer mon ciel sans affecter le reste de l'image. Pareil pour la luminance, vous voyez, donc là je réduis la luminosité de mon ciel bleu pour obtenir ce résultat et en jouant avec les poignées donc de limitation de plage et de transition, j'arrive à bien me caler donc sur le bleu du ciel et pas sur le reste. Alors évidemment, lorsqu'il y a des teintes qui sont proches, au bout d'un moment, vous allez avoir des influences, c'est clair. Mais en tout cas, dans la vraie vie, si vous voulez, ça reste quand même un outil dont la sélectivité est assez remarquable. Est-ce que tout le monde me suit toujours pour la partie son et vidéo? N'hésitez pas à me répondre hein, dans le panneau des questions. Ok, a priori ça a l'air d'aller. Alors on va continuer, on va peut-être essayer de voir avec une autre photo comment fonctionne cet outil TSL, donc de traitement ultime de la couleur. Allez, on va retourner voir notre demoiselle ici, mon modèle Chloé, que je remercie, que j'ai photographié juste avant la tempête vendredi, donc qui s'est prêté de bonne grâce malgré les conditions météo qui commençaient sérieusement à se dégrader. Alors je vais réinitialiser ma, euh, ma contrôle wheel. Alors attendez, pourquoi est-ce qu'elle veut pas? Oui, voilà, je fais comme ça, je retourne. Donc en fait, la pastille blanche représente le canal global. Alors je voulais justement vous montrer quelque chose. Est-ce qu'on peut changer, à votre avis, la teinte de la robe? Regardez, je prends, donc je suis sur le canal global. Et là, je vais promener ma poignée tout autour. Donc là, j'altère toute l'image, hein. Vous voyez, donc regardez comment ça fonctionne. Vous voyez, on obtient des résultats assez bizarres. Et là, non, effectivement, je ne peux pas changer la teinte de la robe. Alors la robe, elle est rouge, voilà, comme ceci. Alors je pourrais également ajuster la plage, par exemple réduire du côté des oranges pour éviter d'affecter la peau. Ici également pour éviter d'altérer d'autres éléments de l'image, comme ceci. Et là, avec la poignée, regardez, je joue uniquement sur les couleurs de la robe. Voilà, donc éventuellement, là, je peux changer effectivement la couleur de la robe. Je ne pense pas que ce soit le but de cet outil, mais en tout cas,
et éventuellement, c'est un effet que vous pouvez faire. Alors attention, parce que vous affectez la couleur de la robe, mais évidemment, vous allez également affecter la bouche. Donc pensez également à l'impact que vous pouvez avoir sur d'autres emplacements ou d'autres détails de l'image. On peut également, éventuellement, travailler, sur le canal orange, par exemple, avec, les teintes de la peau, qui se rapprochent d'ailleurs de la teinte du sable, hein. On va voir, ce que ça donne au niveau saturation. Vous voyez là, je désature, complètement, mon image, donc elle passe quasiment monochrome derrière et on garde juste le rouge de la robe et le rouge de la bouche pour avoir un effet un petit peu de désaturation, par alors je vais prendre mon outil comme ça, je vais modifier un peu là, voir si j'arrive à agir sur la teinte de la peau. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la peau et le sable commencent à devenir un petit peu plus roses, hein, comme ils sont proches l'un de l'autre. Et si je vais de l'autre côté, vous voyez, on va aller plus vers les jaunes verts comme ceci. Je vais exagérer un petit peu. Vous voyez, donc c'est vraiment très subtil et très précis. Alors faites attention, pensez à votre plage de couleurs, pensez également à ajuster la transition si vous voulez vraiment n'intervenir que sur une partie de l'image. D'accord? Donc là, on est un petit peu plus limité déjà, on a moins d'impact. Alors on continue à impacter le sable hein, en même temps que la peau, donc il faut peut-être aller chercher la teinte exacte et réduire encore plus les transitions comme ceci. Et donc on agit toujours sur les 2. Donc là, je suis assez content de vous montrer cet exemple parce que, effectivement, quand il y a des teintes qui sont, similaires, après, il faut faire attention, à ces réglages et toujours, surveiller qu'on n'affecte pas une autre partie, de, l'image. Donc voilà pour, hem, l'outil, TSL avec, sa DxO, Color Wheel. Alors on a donc saturation, luminance, il y a également un curseur qui s'appelle uniformité, donc c'est l'uniformité des couleurs. On va peut-être voir ici si on arrive à bien montrer cet effet. Alors je vais zoomer peut-être à 100%, ou peut-être un peu moins, peut-être 50% comme ça voilà, sur le visage. Voilà, et on va ajuster la teinte de la peau. Donc là, je vais un petit peu plus vers les rouges. Dans l'autre sens, je vais un petit peu plus vers les jaunes. Alors, on va peut-être se mettre un petit peu plus dans les rouges. On va réduire la transition comme ceci, rendre les transitions un petit peu plus abruptes. Et on a la plage de couleurs qui est effectivement déjà assez limitée ici. Voilà, donc on voit dans la peau, il y a des variations, de teintes un petit peu, vous voyez un petit peu d'orange ici ou des zones, chair un petit peu plus pâles et ainsi de suite et le curseur uniformité, lui, en fait, il est capable, d'égaliser tout ça. Alors son effet est extrêmement subtil, je vais essayer de voir. Donc ici, réglé, à 0, donc en fait, il amplifie, les différences, de teintes. Son réglage par défaut, c'est 0 et là, on va aller vers la droite et on voit, quand même, que, les teintes de la peau sont beaucoup plus, uniformes avec que sans. Regardez, je vais carrément éteindre, le panneau comme ceci. Est-ce que alors, je ne sais pas si vous voyez, une différence, elle est subtile. Moi, j'arrive à la percevoir, hein. Il faudrait peut-être pousser un petit peu plus les poignets ici pour vraiment limiter, la teinte et carrément, voilà, se déplacer comme ça. Alors je vais exagérer un petit peu, donc on voit ici, des traces rouges un petit peu partout et si je prends, mon curseur uniformité, vous voyez, je pousse, j'arrive à peu près à égaliser les teintes, tandis que l'effet inverse, vous voyez ici, on a beaucoup plus de zones disparates qui tirent vers le rouge avec différentes variations de rouge. Donc le curseur uniformité, on aura de toute façon l'occasion de revenir dessus dans la séance portrait, où en fait notre difficulté tout simplement c'est de trouver une image où on voit bien l'effet de l'uniformité, sachant que
il est extrêmement subtil et efficace à la fois, mais il est subtil, donc c'est pas évident à montrer, en démonstration. Mais en tout cas, voilà à quoi sert, le curseur, uniformité. Il permet, tout simplement, d'égaliser, les teintes, par exemple dans le cas de la peau ici, pour qu'il y ait pas trop de variations de teintes, dans, le visage. Donc voilà pour, l'outil, TSL. Et on a fait le tour des outils de correction de couleurs, hein. Ça fait déjà, 50 minutes qu'on a, commencé. Donc, une petite, encore démonstration avec, l'outil TSL par exemple. J'aimerais, renforcer ici, les, le bleu du ciel, voir si j'arrive à obtenir autre chose que ce bleu un petit peu lavasse. Vous voyez, je clique dessus, sur le canal bleu. Et là, je vais prendre mon curseur saturation. C'est une autre technique de travail que j'ai montré, la semaine dernière. C'est d'abord, avant de faire tout la moindre chose au niveau de la color wheel, c'est de prendre le curseur saturation et de voir où est-ce qu'il agit dans l'image. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment qu'il agit sur le ciel, et si je désature, même chose, et il agit également sur la coque du bateau ici. Donc il va falloir effectivement, encore une fois, ajuster exactement, les, poignées, donc la plage de couleurs, peut-être aller un petit peu plus vers le cyan, réduire, les, transitions comme ceci. On va reprendre notre curseur saturation, voir ce que ça donne. Voilà, donc ça agit toujours, sur ce bleu, et comme ça, petit à petit, par tâtonnement, on arrive à trouver, finalement le point d'équilibre, qui permet d'agir, sur, une teinte similaire. Vous voyez ici, on y arrive à peu près. Donc voilà une méthode, pour, renforcer un petit peu le bleu du ciel ici, et de réduire la luminance comme ceci. Vous voyez, donc je réduis la luminance, donc ça réduit la luminosité, de cette partie de l'image que je suis en train de traiter. Donc, voilà pour, la DxO Color Wheel et le nouvel outil TSL de, DxO, Photolab 3. Donc voilà pour récapituler, donc le travail sur les couleurs, dans, Photolab, hein. Vous avez une grande, variété, d'outils qui vous permettent, d'agir au niveau, du rendu de base de l'image. Pensez à votre balance des blancs. Les profils d'entrée, c'est pas une obligation, mais, ça c'est vraiment, des fonctions, pour, photographes experts, ou des photographes par exemple qui désirent, par exemple aligner les couleurs de plusieurs boîtiers différents, y compris de marques différentes, ça peut servir à ça. Ou alors pour compenser un rendu, vous trouvez que votre appareil tire trop, je ne sais pas moi, dans les jaunes, dans les cyans, hein, vous pouvez créer un profil, ou même créer un profil adapté à une source d'éclairage particulière, par exemple. Ensuite, vous avez curseur vibrance saturation. Alors rappelez-vous, hein, vibrance et saturation. Vibrance, c'est, une correction, un renforcement sélectif, des, couleurs, et donc il protège les couleurs qui sont déjà saturées, il protège, la teinte chair, et également il permet de renforcer le bleu du ciel, tandis que saturation, lui, va agir de la même manière sur l'ensemble, des, couleurs. Alors sachez également que les algorithmes qui sont utilisés pour le curseur saturation dans accentuation des couleurs n'ont rien à voir avec, ceux du curseur du même nom dans, TSL, hein. C'est vraiment, 2 types de calculs, différents. Est-ce que, heu, on envisage d'aligner le comportement? Ça, je ne saurais, vous dire, mais en tout cas, n'oubliez pas que le comportement n'est pas le même au niveau du traitement des couleurs. Et puis évidemment, vous avez, donc, l'outil TSL, et puis les possibilités offertes par les réglages locaux pour faire un traitement, sélectif, précis, des, couleurs. Donc, je vous remercie, d'avoir assisté à cette présentation, et bien entendu, je vais rester quelques minutes avec vous, pour, répondre, de vive voix aux questions. Donc, DxO Photolab 3 qui est disponible en édition, élite, et essentielle, hein, depuis, quelques jours maintenant. Vous avez, vous avez des tarifs de mise à jour, vous avez également des promotions, de lancement, donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 24 novembre inclus. Donc toujours tous les ans à la période du salon, de la photo, profitez de ces promotions pour, ajouter, cet excellent, logiciel à votre palette, d'outils, photographiques, sachant les nombreuses technologies qui sont employées et qui n'ont
aucun équivalent ailleurs. Alors je vous recommande également d'aller sur le site de DxO pour voir la tarification et les offres de mise à jour actuelles, y compris d'ailleurs si vous avez acheté le package NIC Collection qui inclut DxO Photolab 2, vous avez également des tarifs pour passer à la version 3. Donc merci pour votre suivi et vos encouragements et évidemment cette vidéo sera bientôt disponible pour ceux qui n'ont pas pu assister ou pas pu assister complètement à la démonstration ou qui ont eu des problèmes de connexion. Donc merci à tous, bonne soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt le 14 novembre très exactement à 19 h et le webinaire portera cette fois sur le traitement des portraits. Merci et maintenant je passe aux questions. Alors, est-ce qu'on peut modifier plusieurs zones bleues dans la même image? En fait, dans le sens plusieurs zones bleues, si les bleus sont différents, donc vous allez devoir travailler avec les poignées d'ajustement de la plage et également de transition de la color wheel. Donc oui, vous pouvez traiter plusieurs bleus ou un bleu sans affecter les autres bleus, comme je l'ai montré d'ailleurs dans la démonstration. Alors, pourquoi ne pas mettre une pipette qui sélectionnerait la couleur que l'on souhaite? Alors, comme la semaine dernière, ça fait partie des choses que vous pouvez demander à DxO, que je vous encourage de réclamer haut et fort. Oui, bien sûr, une pipette serait bien pratique. Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y aura un jour une pipette, croisons les doigts, mais n'hésitez pas à le faire savoir aux gens de DxO qui sont très à l'écoute de leur clientèle. Alors, ensuite, donc il y a eu des coupures son et image. Oui, je suis désolé, mais ça malheureusement c'est le problème des démonstrations sur internet, hein. J'ai d'autres témoignages qui me disent que tout s'est bien passé de manière fluide, donc c'est difficile. Donc c'est pour ça que je vous propose éventuellement de revoir la vidéo une fois qu'elle sera disponible. Alors avec TSL, la gomme est-elle fonctionnelle? Non, parce que TSL n'est pas un outil qui fait partie des outils de réglage local, hein, c'est un outil de traitement sélectif, certes, mais il ne fait pas partie des réglages locaux qui, eux, bénéficient de la gomme. Alors, les réglages TSL sur les réglages locaux, eh bien, vous savez à qui demander, hein, donc aux gens de DxO qui sont à l'écoute. Ensuite, est-ce que la color wheel peut être utilisée en point de contrôle? Eh bien, non, non, pas pour l'instant. Donc on rejoint un petit peu la question de savoir est-ce que la color wheel, la DxO color wheel fait ou fera un jour partie des réglages locaux? Eh bien, c'est peut-être une voie que DxO va explorer. Je peux pas répondre à cette question maintenant, mais je vous encourage une fois de plus à le faire savoir à faire savoir aux gens de DxO que vous souhaitez voir cette possibilité. Alors, ensuite, peut-on cumuler plusieurs réglages de couleurs différentes? Oui, oui, bien sûr, dans la même image, je peux travailler alternativement sur les bleus, par exemple, ici. Vous voyez, j'ai travaillé le bleu du ciel. Si je clique sur la pastille jaune, donc là, je vais pouvoir modifier, je vais pouvoir altérer la couleur des cheminées, vous voyez, pour les rendre un petit peu plus orange, etc., etc. Oui, bien sûr, je passe à ma guise d'une couleur à l'autre. Et si je prends le vert ici, je vais finir par altérer la végétation là qui se trouve ici au fond, l'arbre, regardez, hein, je vais le transformer. On est à l'automne et hop, on revient au printemps. Oui, bien sûr, vous pouvez travailler sur plusieurs canaux de couleurs dans l'image, sachant que lorsque vous intervenez sur une couleur, ça n'affectera pas les autres couleurs, sauf si ces couleurs sont extrêmement proches, évidemment, d'où l'intérêt des poignées qui permettent d'ajuster la plage de couleurs et également la transition. Alors, ensuite, compliqué à comprendre les poignées de la roue chromatique.
C'est simplement une question, je pense, heu, d'utilisation. Il faut vraiment, prendre une photo avec, des couleurs bien définies, comme ici ou comme celle-ci, et de jouer avec pour voir, pour comprendre, comment, ça, fonctionne. Donc pour rappel, les poignées de la roue intérieure, donc la roue intérieure qui représente la source, donc les poignées du bas permettent de déterminer la plage, l'étendue de la plage de couleur. Vous voyez là, je viens d'étendre le canal orange au, jaune vert adjacent, et ici, au rouge adjacent, dans l'autre sens. Donc ça détermine la plage de couleur, et les poignées qui se trouvent ici à l'extérieur permettent d'ajuster la transition. Vous voyez, la roue extérieure ici, l'extrémité est dégradée comme ça. Regardez, si je l'étends, vous voyez, elle se dégrade en allant vers l'autre teinte, vers le rouge. Et si je réduis la transition, en fait, je rends la transition beaucoup plus abrupte. C'est-à-dire que là, on va travailler vraiment que sur une plage très définie d'une couleur, tandis que si la transition est beaucoup plus douce, comme ici, les corrections vont s'étendre progressivement vers les teintes voisines. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Mais faites des essais avec une image comme ça, avec des couleurs bien définies. Vous verrez, ça rentrera tout seul. Alors, petite question sur les mots-clés sous Windows, j'en profite, hein, ça va venir, ça va venir. Un petit peu de patience. Alors, ensuite, donc à quel endroit sort la vidéo du webinaire de ce soir? Là, ce sera sur le site de DxO. Il y a une section qui s'appelle la DxO Academy, et là vous pouvez retrouver les vidéos, ou tout au moins des liens vers le, la page YouTube, je crois, de DxO, pour retrouver les vidéos, les anciennes vidéos. D'ailleurs, vous pouvez retrouver également les vidéos qui sont faites pour le marché américain, et également pour les Allemands. Donc les Américains, c'est euh, c'est Monsieur Linaschki qui fait les présentations, et côté allemand, c'est Jochen qui lui s'occupe des présentations. Alors, y a-t-il un historique des différentes manipulations de couleurs? Non, il n'y a pas vraiment d'historique, hein, pour ça, ni aucun historique pour aucun outil de DxO Photolab. Donc tout ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de revenir en arrière, de reprendre les corrections, même après avoir quitté le logiciel, puisque tout est inscrit dans une base de données. Donc peut-on corriger 2 ou 3 bleus différents l'un après l'autre? Oui, donc ça je l'ai démontré au début, notamment avec cette photo ici, vous voyez, où j'ai travaillé le ciel sans toucher cette partie ni cette partie. Mais si on avait eu 2 heures, évidemment, j'aurais pu patiemment comme ça attaquer chaque bleu. Tout est question de la plage qu'on doit régler ici pour pouvoir travailler vraiment très finement sur les couleurs. Après, la question est de savoir jusqu'à où on a besoin de tel ou tel niveau de précision pour travailler sur de la photo, hein. C'est pas du chirurgical quand même. Donc, je pense qu'il faut aussi après savoir raison garder, et ne pas passer 3 heures sur une seule photo à essayer de corriger petit à petit chaque point d'une photo. La photo se fait à la prise de vue. Après, on a le traitement et le développement de l'image dans un logiciel comme DxO Photolab. Et évidemment, l'outil TSL et sa Color Wheel, c'est juste là pour renforcer, pour mettre en valeur une partie de votre photo. Alors, le, le webinaire touche à sa fin. On a dépassé 20h05. Alors, je ne vais pas pouvoir continuer avec les autres questions. J'en suis désolé. J'espère que ce tour d'horizon des outils de traitement, de correction de la couleur dans DxO Photolab vous aura permis de prendre la mesure de la richesse des outils proposés par le programme. Et je vous remercie encore une fois
d'avoir été nombreux présents ce soir, comme la semaine dernière où on a vraiment fait un très bon score. Ça fait vraiment plaisir et surtout plaisir pour les gens de DxO pour aller de l'avant. Et merci encore et je vous donne rendez-vous en ce qui concerne les webinaires, donc le 14 novembre prochain, pour parler cette fois de traitement de portraits où je pourrais avoir l'occasion enfin de montrer vraiment plus en détail et avec un exemple plus concret comment fonctionne le curseur uniformité qui se trouve ici dans la palette TSL. Donc merci pour tout, très bonne soirée et à bientôt.